Conseil investissement, pensée globale. Bonjour les amis, cette vidéo est la première d'une série dans laquelle je partage ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours d'investisseur. Le but de ma chaîne est de vous aider à vous rapprocher de la liberté financière. C'est pour cela que je cherche à vous aider à trouver des investissements plus rentables. Dans son parcours d'investisseur, il est normal d'enregistrer un moment ou l'autre des pertes. Seul celui qui se cantonne à laisser son argent sur le livret A ou à n'investir que sur des placements quasiment sans risque pourra se vanter de n'avoir jamais enregistré de perte. Sauf qu'il oublie qu'il a eu une grosse perte d'opportunité en visant un rendement à 4% par an, alors que dans le même temps, d'autres ont obtenu des rendements supérieurs à 10%. L'avantage des échecs, c'est qu'ils nous apportent de l'expérience. D'échec en échec, on accumule de l'expérience et on se plante de moins en moins, à condition bien sûr de savoir se remettre en question. Et dans ce cas, on peut voir une perte comme ce que l'on a dû payer pour apprendre. Je pense qu'envisager les choses de cette façon positive permet de beaucoup avancer, et ce, dans tous les domaines de la vie. Heureusement, il y a une alternative à l'apprentissage par l'erreur, c'est l'apprentissage par l'erreur des autres. D'où mon idée de faire cette série de vidéos conseils investissement. J'espère que ce que je vais vous dire va vous permettre d'éviter certaines erreurs, de découvrir de nouvelles idées, de nouveaux investissements. J'aime qu'il y ait du feedback sur ma chaîne YouTube. Je suis très attentif aux likes que vous mettez sur une vidéo. Donc, si vous aimez ce type de vidéo conseils investissement, likez-la et alors je ferai plus de vidéos de ce type. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui me semble très important et qui, à mon avis, est très souvent négligé. Pensée globale. Dit comme ça peut paraître énigmatique. Je suis une personne qui aime les choses concrètes, donc on va prendre des exemples réels. Mon premier exemple va porter sur l'achat d'un studio de 19,9 m² au rez-de-chaussée dans cette résidence, Les Bourbons, rue des Bartins à Vichy. Comme vous pouvez le voir, c'est une résidence récente. L'appartement dont je vais parler est un studio de 19,9 m² avec un petit balcon qui a été acheté en 2008 au prix de 78 667 € acte en main. Ce qui à mon avis est très cher pour Vichy en 2008, 3 953 € du mètre carré. C'était un programme neuf défiscalisé avec livraison au 4e trimestre 2008. Et maintenant, 16 ans après, quelle est la valeur de cet appartement ? Eh bien, il est actuellement vendu sur Le Bon Coin à 55 000 €, soit 2 895 € du mètre carré. Et ce prix de 55 000 € sera le prix optimiste, puisqu'il n'est pas certain que ce bien se vende à ce prix-là. Dans le domaine de l'immobilier, surtout actuellement, il peut y avoir des négociations à la baisse. Si on regarde de plus près l'appartement, il semble être resté dans un bon état. Donc la baisse de prix, à mon avis, ne peut pas s'expliquer par une dégradation excessive du bien. Je vous montre rapidement le descriptif. Donc comme je l'ai dit, c'est un studio de 19,9 m² avec une place de parking, un balcon, dans une résidence récente et sécurisée. Rue des Bartins, résidence Les Bourbons, au rez-de-chaussée, en très bon état général, comprenant une entrée avec placard, cuisine aménagée, ouverte sur la pièce principale, donnant sur balcon, salle d'eau avec WC et de nombreux rangements. Chauffage individuel électrique, double vitrage PVC et électricité aux normes. Faible charge, parking privatif, vendu avec locataire en place, loyer de 250 € plus 15 € de charge et des charges prévisionnelles annuelles de 292 €. Et j'ai vérifié que c'est exactement l'appartement que j'ai retrouvé par rapport au prix de vente en 2008 que je vous ai montré. Donc c'est super, vous allez avoir droit à une étude de cas 100% réaliste sur l'achat d'un bien immobilier en neuf avec un dispositif de défiscalisation. Donc cet appartement a été acheté 78 667 € en 2008. Depuis, il y a eu de l'inflation, c'est-à-dire qu'en 2008, 1 € offrait plus de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui. Il faut donc actualiser ce prix de 2008 pour trouver son équivalent en valeur d'aujourd'hui. Et on peut faire ce travail d'actualisation de la valeur pour tenir compte de l'inflation très simplement sur le site franceinflation.com. Donc on regarde, somme à actualiser 78 667 € en 2008. Je vais mettre octobre 2008 pour correspondre à la date approximative de livraison.
Et par rapport à aujourd'hui, on est en septembre. Je fais le calcul. Donc en euros d'aujourd'hui, ça ferait 101 749 euros. Donc on vient de voir que les 78 667 euros de 2008 correspondent à 101 749 euros d'aujourd'hui. Le prix de vente de 2024 est de 55 000 euros, mais frais d'agence inclus. J'ai trouvé la grille de frais de l'agence chargée de la vente. Pour un bien de moins de 150 000 euros, on devra avoir 8,5% de frais d'agence. Mais attention, il y avait une petite étoile, et si on regarde, montant minimum d'honoraires 5 000 euros. Donc en réalité, pour le studio qu'on considère, les frais d'agence seront de 5 000 euros. Donc on était à un prix de 55 000 euros frais d'agence inclus, mais on a vu que les frais d'agence sont de 5 000 euros, donc ce qui ira dans la poche du vendeur, c'est seulement 55 000 moins 5 000, 50 000 euros. Notez au passage que les frais d'agence vont quand même représenter 10% de la valeur du bien. Je trouve que c'est fou que les gens acceptent de payer autant les agences immobilières. Donc si on fait un bilan, acheter 78 667 euros en 2008, mais en euros d'aujourd'hui, ce serait 101 749 euros. Et il faut bien passer aux euros d'aujourd'hui pour comparer aux 50 000 euros qu'on va récupérer en 2024. Donc, bilan de l'opération, une perte à la revente de près de 51%. À ce stade, on se dit que l'investisseur a fait une très mauvaise affaire. Mais il faut prendre en compte que la plupart des personnes qui ont acheté dans ce type de programme immobilier neuf le font en bénéficiant d'un dispositif fiscal. Les appartements de la résidence dont je vous ai parlé ouvraient droit au programme d'Eurobien recentré ou au dispositif Borloo. Pour le Robien décentré, on avait un amortissement du prix du bien de 6% par an pendant les 7 premières années, puis ensuite 4% par an les 2 années suivantes. Soit au total un amortissement de 50% du bien. À ce stade, on pourrait penser que tout compte fait, on revient quasiment à l'équilibre puisqu'on a perdu 50% à la revente, mais on avait récupéré 50% du prix du bien en avantage fiscal. Mais c'est plus compliqué que ça, car l'amortissement est une charge déductible du revenu foncier imposable ou également imputable sur le revenu global. Donc il entraîne une diminution de l'impôt sur le revenu. Alors regardons ça de plus près pour que ce soit clair. Par exemple, sur le bien dont je parle, on avait un prix à l'achat de 78 667 euros. On a vu qu'on peut en amortir 50%, c'est-à-dire 39 334 euros d'amortissement. Mais cet amortissement ne vient pas directement en déduction des impôts payés. Il vient uniquement en déduction des revenus imposables. Donc regardons ce que ça fait. Si vous déduisez 39 334 euros de vos revenus imposables, si vous êtes à la tranche d'impôt de 45%, vous gagnez 45% de cette somme en impôt, soit 17 700 euros. Suivant que vous êtes à la tranche de 45, 41, 30 ou 11%, votre gain d'impôt sera de 17 700, 16 127, 11 800 ou 4 327 euros. C'est ce que vous gagnez réellement. Donc, par rapport au prix d'achat, vous allez avoir un gain de 22,5, 20,5, 15 ou 5,5%. Ce qui est quand même très inférieur à la perte de 51% à la revente. Mais ce n'est pas fini, il faut également prendre en compte les loyers. Et ça tombe bien, parce que dans la brochure de vente, il donnait même les loyers. Pour le Robien recentré, cet appartement avait un loyer de 236 euros par mois. Il faut savoir que généralement, dans les dispositifs d'investissement immobilier dans le neuf, avec des fiscalisations, le loyer est plafonné. Donc l'acheteur n'est pas libre de demander le loyer qu'il veut. Au passage, ça fait une rentabilité brute annuelle par rapport à ce prix d'achat et ce loyer de seulement 3,6% par an. Et bien moins si vous êtes en loyer Borloo. Une telle rentabilité est très basse, car il faudrait déduire les charges de copropriété, l'assurance propriétaire, les périodes où le bien est vacant, n'est pas loué, éventuellement des frais d'agence immobilière et une éventuelle assurance garantie de loyer impayé. Donc, pendant toute la durée de la location, la rentabilité locative de ce studio a été très faible, certainement bien inférieure à 3% par an. J'ai pris un exemple particulier pour que tout ce que je dise soit réaliste. Mais il ne faut pas croire que c'est un exemple isolé.
Bien au contraire, je connais 3 autres exemples de ce type dans différentes villes avec une très forte perte à la revente sur des investissements en immobilier neuf défiscalisé. Et ce sont rarement de bons investissements. En plus, la qualité de construction est généralement médiocre. J'ai visité une dizaine de ces appartements et dans la moitié des appartements que j'ai visités, j'ai vu des problèmes de construction. J'ai trouvé amusant de mettre comme illustration de cette diapo le type d'argument que l'on peut retrouver sur les plaquettes publicitaires qui vous poussent à investir dans ce type de programme. Pourquoi investir dans l'immobilier? C'est une valeur refuge. L'immobilier demeure encore et toujours un placement sûr. Comme on vient de le voir avec un cas concret, un cas réel, c'est certain, on ne peut pas perdre d'argent avec un investissement immobilier. Et l'argument selon lequel l'investissement immobilier permet de mettre du levier grâce au crédit immobilier est à double tranchant. Si vous finissez par revendre votre bien la moitié de ce que vous l'avez acheté, vous avez mis du levier sur une perte. Donc on perd plus que si on avait investi 2, 3, 4 ou 5 fois moins. Quand vous avez in fine une rentabilité totale négative, plus vous investissez, plus vous perdez. Donc ne pensez pas que mettre du levier sur un investissement est toujours rentable. Avec cet exemple, on voit qu'il est important d'analyser globalement son investissement, du début à la fin, en prenant tout en compte. En particulier, ne pas se focaliser sur une seule caractéristique. Par exemple, prendre uniquement en compte la promesse de diminution d'impôts. Je vais donner un second exemple qui concerne la bourse. Certaines actions donnent droit au versement d'un dividende, c'est-à-dire que la personne qui possède l'action recevra une certaine somme d'argent, le dividende, à une date connue à l'avance, qui est la date de détachement du dividende. Supposons que vous ayez acheté l'action ICAD le 7 septembre 2023 à 33,84 €, car à l'époque, vous aviez vu que cette action versait de gros dividendes. En effet, l'action ICAD a donné droit à 2 dividendes en mars et juillet 2024 pour un montant total de 4,84 €, soit par rapport au prix d'achat, un rendement fort alléchant de 14,3% sur une année glissante. Donc l'action ICAD semblait être une très bonne affaire. Et en plus, ICAD est à la fois une foncière tertiaire avec un patrimoine immobilier de 6,8 milliards d'euros et un promoteur immobilier. Or, c'est bien connu, l'investissement immobilier est une valeur refuge et demeure encore et toujours un placement sûr. Mais malheureusement, un an après votre achat, le 6 septembre 2024, l'action ICAD a maintenant une valeur de 22,7 €. Donc si on fait le bilan, in fine, la valeur de l'action est de 22,7 € auquel il faut rajouter le dividende, ce qui fait un bilan de sortie de 27,54 € pour un achat initial à 33,84 €. En un an, vous avez donc perdu 18,61%. Alors bien sûr, on pourrait dire que tant qu'on n'a pas vendu l'action, on n'a pas perdu. Le cours peut toujours remonter. Cependant, si on regarde le cours de l'action ICAD sur 5 ans, avec une baisse de près de 72%, on est en droit d'avoir des doutes. Le graphique ne nous rend pas forcément optimistes, même si bien sûr, en bourse, rien n'est prévisible. Cependant, tous ceux qui se sont dit en 2022, ça a baissé, mais tant que je garde, je n'ai pas perdu mon argent, se sont peut-être dit la même chose en 2023, ils se disent peut-être encore la même chose en 2024. Rien n'est certain, cependant il y a un an, vous pourrez regarder les vidéos que j'ai faites sur le marché immobilier en France. J'étais très négatif sur le marché immobilier en France, notamment en raison de la hausse des taux sur les prix immobiliers, et sur les valeurs foncières, l'effet négatif était assez prévisible. Par contre, peut-être que les taux d'intérêt vont commencer à baisser, et dans ce cas-là, ce sera peut-être le bon moment de revenir sur le marché immobilier. Donc un exemple de plus pour montrer qu'il ne faut pas se focaliser sur une seule chose. Par exemple, ici, une promesse de haut rendement. Il faut analyser la rentabilité d'un investissement dans son ensemble, globalement. Il faut toujours penser dès le départ à la sortie de son investissement. Ici, je n'en ai pas parlé, mais il faudrait bien sûr prendre également en compte la fiscalité, car les dividendes peuvent être soumis à l'impôt, ce qui augmenterait encore la perte. Donc, avant même d'investir, je pense qu'il faut prendre en compte les éventuels frais d'achat, frais de revente, etc. Pour une action, si vous avez un bon courtier, les frais sont relativement réduits et impactent peu la performance si vous détenez l'action sur une longue période.
Pour certaines SCPI ou assurances vie, les frais peuvent être importants et peuvent diviser par 2 le rendement de votre investissement la première année. Il faut également tenir compte de ce que j'appellerais les frais de détention. Par exemple, sur certains ETF, vous pouvez avoir 0,50% de frais prélevés par an, et de même pour certaines assurances vie. Heureusement, il y a aussi des ETF avec seulement 0,10% de frais annuels. Et certains fonds de placement prélèvent des frais énormes. Prenons l'exemple du fonds GAVCAL de Charles Gave, qui prélève 3,2% de frais chaque année. C'est vraiment énorme. En fait, je pense que Charles nous a menti sur son identité, et son vrai nom est certainement plutôt Charles Segave. Et le pire, c'est que si Charles Gave est un très bon orateur, il peut dire des choses très intéressantes, mais également parfois dire des énormités économiques avec la plus grande assurance. Mais en tout cas, c'est indéniable, c'est objectif, c'est un très mauvais investisseur. Ces fonds ont des performances médiocres, avec certains de ces fonds d'investissement qui enregistrent de lourdes pertes. Et le pire, c'est que même en cas de perte, vous continuerez à payer des frais. En tout cas, mieux vaut investir sur un ETF MSCI World, vous aurez 20 fois moins de frais, beaucoup moins de risques de perte et des gains beaucoup plus élevés sur le long terme. Amusez-vous à comparer les résultats des fonds d'investissement de Charles Gave avec le MSCI World. Sur le long terme, c'est une catastrophe totale pour les investissements proposés par Charles Gave. Et parmi les éléments à prendre en compte, il y a bien sûr également la fiscalité. Un placement à 7% non fiscalisé est plus rentable qu'un autre à 9,5% sur lequel vous paierez 30% de flat tax. Il faut prendre en compte également l'inflation. Par exemple, si vous investissez à 4% par an, après flat tax à 30%, il vous reste 2,8% net d'impôt. Mais si l'inflation est à 3%, votre investissement vous aura fait perdre en pouvoir d'achat. De même, dans l'investissement immobilier, si vous avez fait une plus-value de 15%, mais si l'inflation dans le même temps a augmenté de 20%, en définitive, vous êtes perdant. C'est pour ça qu'il faut réactualiser le prix d'achat en euros d'aujourd'hui pour le comparer au prix de vente qui, lui, forcément, est en euros d'aujourd'hui. C'est la seule façon de raisonner en gain réel en pouvoir d'achat, c'est-à-dire gain après inflation. Et il est encore plus important de prendre en compte l'inflation si vous investissez sur le long terme. Comme vous avez pu le voir avec mon exemple sur l'appartement, sur longue période, le cumul de l'inflation est déterminant. Pour certains placements, il y a des périodes où l'investissement ne vous rapporte rien. Par exemple, si vous achetez un appartement et que vous le rénovez pendant 6 mois, la première année, il ne vous rapportera pas grand-chose. Si vous investissez en P2P crowdlending, après qu'un de vos prêts soit remboursé, il peut parfois s'écouler un temps non négligeable avant que votre argent se réinvestisse. Dans ce cas, le rendement réel de l'investissement peut être bien inférieur au rendement annoncé. J'avais par exemple fait une vidéo sur ce phénomène de cash drag sur la plateforme de P2P Swapper, qui vous donnait la rentabilité réelle de la plateforme après cash drag. Bien sûr, je ne prétends pas être exhaustif dans la liste des éléments à prendre en compte pour analyser l'opportunité d'un investissement. Merci de mettre en commentaire si vous avez d'autres idées sur les éléments à prendre en compte dans ces investissements. Et également partager avec la communauté si parfois, après coup, vous avez été désagréablement surpris par certains de vos investissements suite à quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu et dites-moi si ce type de vidéo avec des analyses réelles d'investissement et avec des conseils vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.